Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview magnétique. Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui est venue nous parler de son parcours, de ses offres. Bonjour Aurélie, bienvenue. Bonjour Christa, merci de m'accueillir ici. Alors Aurélie, aujourd'hui, on va parcourir un peu ton chemin de thérapeute qui t'a amené petit à petit à tes offres, comme je les appelle moi, signatures, tes offres phares, parler vraiment de ce que tu proposes en tant que professionnel dans le bien-être, que thérapeute. Pour commencer, moi, j'ai envie de te demander qui es-tu en tant que thérapeute, que professionnel? Comment te présentes-tu aux personnes qui te découvriront aujourd'hui? Hmm. C'est une question que je trouve toujours difficile à répondre parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais peut-être, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir en fait avec les femmes que je reçois? C'est tout d'abord une rencontre avec elles-mêmes, ce lien avec soi, revenir à soi, nourrir cette présence à soi. Et je crois que ce mot présence, c'est vraiment, pour celles qui me connaissent et les femmes que j'accompagne, quelque chose qu'elles entendent énormément. C'est cette qualité de présence qui nous amène à la conscience de ce que l'on vit, à la conscience de ce qui est là, ce qui vibre en nous. Et, euh, et pour moi, c'est en passant par ça, cette présence, cette conscience, avec bien évidemment beaucoup d'amour et d'indulgence pour soi, euh, qu'on peut transformer notre vie. C'est le premier pas, c'est le début pour moi de la transformation. C'est de ramener, de prendre le temps de ralentir pour revenir à soi, cette présence, cette conscience, et ensuite pouvoir continuer le chemin. Ouais. Et cette présence, cette conscience, on en a beaucoup parlé ensemble quand on a préparé cette interview. Ça a d'ailleurs même donné le nom d'un de tes accompagnements phares. On en parlera tout à l'heure. Et justement, comment pour toi cette présence, cette conscience, elle transforme concrètement le quotidien de ces femmes que tu accompagnes aujourd'hui? Mhm. Très souvent, quand on est dans notre quotidien, on est dans le faire pour faire. Et du coup, on est pris, tu sais, moi, je suis maman à plein temps, mes journées, je les passe à nettoyer, à ranger, à accompagner mes enfants, nanana, nanana. Puis on est dans ce truc, tu sais, là, vraiment, cette roue du fer, hein. Et finalement, dans cette roue du fer, on oublie l'autre, on oublie la vie, et, euh, et ça crée des situations où, ben voilà, j'imagine dans mon quotidien très concrètement, parce qu'il y a encore des moments où je suis pas du tout dans la présence, hein, mais je vois bien que dès que je suis pas dans cette présence, tout d'un coup, mes enfants vont venir, vont me dire un truc, ça va m'agacer, je vais leur répondre, puis pas leur répondre depuis un espace du cœur, leur répondre depuis cet espace de ferme, j'ai pas le temps, nanana, tu sais. Puis ça crée un... Comment je pourrais expliquer ça? Ça crée des situations vraiment désagréables, ça crée des conflits, ça crée des blessures chez soi, ça ravive des blessures chez soi, ça active des blessures chez les autres, et il n'y a rien de sain là-dedans, en fait. On nourrit pas du tout l'amour. À ce moment-là, on nourrit pas du tout l'accueil de qui l'on est, l'accueil de l'autre. On est vraiment dans un mood, non, mais voilà, il faut que j'y aille, il faut que je fasse, ta, 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 ta. Et on oublie, j'oublie en tout cas, moi, hein, quand je suis dans ce mood de faire pour faire, j'oublie qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus vaste qui permet de créer une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus alignée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus en présence. Depuis que je nourris, je crois, cet état de présence, ce que je peux dire, c'est que la vie est devenue savoureuse. Il n'y a plus de «Oh, mais non, j'ai encore ça à faire. Oh, j'ai la vaisselle. Oh.» Non, c'est «Ah ben, ouais, je vais faire la vaisselle.» Et j'amène cette présence aussi, rien que dans ce petit acte, hein, de faire la vaisselle. Et du coup, la vaisselle ne devient plus une corvée, comme on a l'habitude de l'appeler ici, hein, comme toutes les tâches ménagères ou comme les choses qu'on devrait faire, ce sont des corvées. Ça devient un choix conscient et je sais pourquoi je le fais et j'y mets beaucoup d'amour et ça donne une toute autre énergie. Et du coup, la vie devient savoureuse parce que c'est plus une course, c'est un accueil de l'expérience. Et oui, alors je suis d'accord, faire le ménage, c'est pas forcément l'activité la plus extraordinaire et sympathique, mais même là, on peut y prendre du plaisir. Ouais. Donc, c'est vraiment ramener ça, ce plaisir, ce côté goûteux, tu sais, dans tous les actes finalement du quotidien. Mm. Et justement, on va évoquer un peu ton histoire personnelle et ce quotidien, puisque comme tu l'as dit, tu es maman, maman à plein temps.
tu as deux enfants, dont un garçon, Liam, qui a été diagnostiqué autiste. Mhm. Et ce parcours de maternité, de maman, a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ton quotidien et notamment dans ce que tu nous partages aujourd'hui sur cette présence et ce que tu offres dans tes accompagnements. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce parcours, ce chemin de maternité qui t'a changé toi aussi? Oui, bien sûr. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cheminement de développement personnel, je l'ai commencé bien avant d'avoir des enfants, 10 ans, 11 ans, même 11 ans avant de pouvoir accueillir la vie dans mon ventre. C'était un cheminement très connecté aux énergies, canalisation, enfin voilà, très peu ancré dans la matière. Alors bien évidemment, il y a des choses qui ont été travaillées, mais finalement, ma vie en soi, il n'y a pas eu de grand changement. Mhm. Et puis, ben voilà, moi j'ai mis 5 ans à accueillir la vie dans mon ventre. Et du coup, c'est vrai que je crois qu'il y avait déjà une part de moi qui, due à cette attente, s'était déjà donné comme mission de vraiment être présente pour mes enfants. Je pense que j'aurais pas mis la même intention dans mon lien, enfin dans cette présence auprès de mes enfants, si j'avais claqué des doigts et que j'étais tombée enceinte. Donc voilà, je crois que c'est aussi important déjà de juste reposer ce contexte-là. Et du coup, oui, j'ai accueilli la vie après 5 ans d'attente dans mon ventre. Après 9 mois, ce petit bout est né. Alors, j'étais aux anges, tout était beau, tout était rose. J'ai vraiment eu un bébé facile. Alors, j'ai accouché on a fini en césarienne pour une détresse fœtale que j'ai très, très bien vécue. Puis j'ai vraiment eu un début d'expérience de maternité très facile avec un bébé qui en fait était déjà très réglé au niveau des horaires. Ça aurait été peut-être le premier signe auquel j'aurais dû faire attention. Un bébé qui allaitait, mais vraiment pile poil chaque 3 heures. Donc on commençait à 6 heures le matin jusqu'à 21 heures. Puis à 21h30, il était au lit jusqu'à 6 heures le matin. Donc à 2 semaines, on avait déjà ce rythme. Du coup, pour moi, je me disais, ah, ça va être cool, c'est génial être maman. Enfin voilà. Bon, ça n'a pas continué, tu le penses bien. Les gros problèmes ont commencé quand il avait 1 an et demi, quand il a commencé à me faire ce que je sais aujourd'hui être des crises de décompensation neuronale. En fait, une surcharge de stimulation dans son système qui fait qu'au bout d'un moment, il s'effondre. Mais quand il avait 1 an et demi, que ça a commencé, ben, au début, on m'a dit oui, mais c'est normal. Enfin, tu sais, il y a tout ça. C'est mon premier enfant, je ne sais pas. C'est normal qu'un enfant fasse des crises. Enfin, voilà. Et puis, en parallèle de ça, il y avait quand même le désir d'avoir un deuxième enfant. Donc, on était en train de faire les démarches parce qu'on les a eu les deux par procréation médicalement assistée. Donc, j'étais dans ces démarches-là. Et puis, je suis tombée enceinte. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ma deuxième grossesse, extérieurement parlant que ma grossesse. Ce qui fait que j'ai mis un peu tout ça de côté. J'ai essayé d'accompagner un peu comme ça, mais voilà. J'ai accueilli ma fille. Et puis, encore pas le temps parce qu'il y avait ma fille, puis surtout un déménagement qui arrivait 6 mois après la naissance de ma fille. Et du coup, Liam arrivait à 2 ans et demi. On déménage. Et en fait, je me suis retrouvée seule avec ces deux enfants dans un canton où je ne connaissais personne. Et avec ce garçon qui me faisait en fait 4 à 5 crises de décompensation par jour. Ces crises, c'est pas juste 10 minutes, je crie, puis après je me calme. C'était des crises qui pouvaient durer entre 45 minutes jusqu'à 1 heure. Pas des crises contre moi, contre sa sœur, ou parce que j'avais dit non à quelque chose, hein. C'était pas du tout de cet ordre-là. C'est tout simplement, ah bah là, c'est l'heure de partir. Et pouf, tu sais, ça partait vraiment. C'était extrêmement fort. Et je me suis retrouvée totalement démunie, impuissante, à essayer de mettre en place plein de choses qu'on dit dans l'éducation positive, etc. Finalement, rien ne fonctionnait. Et un jour, je suis tombée sur un livre qui parlait du slow parenting. Et puis je me suis dit, bon, je connais pas. Et je commence à le lire. Et une des premières choses qu'ils ont proposé, c'est de s'arrêter et d'observer. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, hein. J'étais déjà maman à plein temps à ce moment-là, quand j'ai arrêté de travailler quand on a déménagé. Puis c'est pas autant que je m'arrête et que j'observe ce qui se passe. Et j'ai commencé à l'observer lui, à l'observer le contexte. Et très rapidement, j'ai tourné ce regard à l'intérieur de moi pour apprendre à m'observer moi, parce que je me suis rendu compte à quel point aussi j'influençais en fait ce qu'il lui vivait. Et, euh, et j'ai passé 6 mois à analyser, à essayer de comprendre, à observer, à remettre en fait, sans que je le sache sur le moment, à remettre de la présence.
dans Mm. mon quotidien, dans ma relation à lui, dans la maison, dans l'espace, dans les liens qu'on a avec le monde extérieur, vraiment. Et puis, du coup, j'ai pu comprendre. J'ai pu comprendre ce qui faisait qu'à un moment donné, ça décompensait, sans que je sache encore ce qu'il avait, hein. J'ai su bien plus tard. Le diagnostic a été posé. Il avait 7 ans, 7 ans et demi, 7 ans et demi, il allait vers ses 8 ans quand le diagnostic d'autisme a été posé. Et en fait, au début, j'ai un peu cheminé comme ça avec lui. J'ai été très présente. J'ai beaucoup, beaucoup nourri le lien. Et à tel point que pendant les 6 premiers mois d'école, parce qu'il a été scolarisé pendant un certain temps, durant les 6 premiers mois d'école, j'allais tous les jours en classe avec lui pendant 45 minutes, 1 heure de temps. Des fois, 30 minutes suffisaient, mais des fois, ça allait jusqu'à 1 heure de temps, jusqu'à ce qu'il arrive à rentrer. Donc, je me suis vraiment, il y a une notion aussi de dévotion, hein. J'ai fait le choix de m'engager et euh, voilà, d'offrir ce temps-là, en fait, à mon fils. Et, euh, et ça s'est super bien passé. Les 2 premières années, j'ai eu des enseignantes qui ont été hyper à l'écoute. En parallèle, ben, j'ai pu en parler avec la pédiatre. On a pu commencer à aller voir des professionnels. On n'avait toujours pas le diagnostic. Mais voilà, neuropsychologue, psychomotricien, ergothérapeute, logopédiste, bref, on avait tout un panel de professionnels qui nous soutenaient. Puis il est rentré en 3H, hein, et puis ben, du coup, changement d'enseignante déjà, changement de classe, et tous les changements étaient difficiles pour lui de gérer à l'époque. Et en plus, changement de structure dans le sens où, ben, en 1 et 2H, les enfants, c'est beaucoup dans le jeu, enfin voilà, ils se promènent beaucoup dans la classe. Et arrivé en 3H, ben, ils ont déjà un pupitre qui leur est attribué, ce qu'ils n'avaient pas forcément avant. Et puis, ben, ils passent quand même plus de temps assis. Et ils doivent surtout apprendre beaucoup plus de choses. Il y a la lecture, il y a les maths, enfin, tout ça qu'il n'y a pas forcément avant, où la lecture avant, c'est l'alphabet, et c'est fait de manière très ludique. Mhm. Et mais tout d'un coup, il est rentré dans un moule un peu plus rigide, le moule de l'école en fait. Et les problèmes sont revenus. Alors que vraiment, tout s'était posé. Je me disais même, oh, super, je vais pouvoir gentiment regarder pour prendre une activité professionnelle. Et ben, tout a de nouveau explosé. Il a recommencé à faire des crises de décompensation, euh, à tel point que finalement, il a fini en rupture scolaire. Mm. Et, et voilà. Et durant tout ce parcours, donc il a fini en rupture scolaire. Je vais reprendre depuis là. Il a fini en rupture scolaire et là, on a dû faire un nouveau choix, c'est-à-dire de quitter notre lieu de vie pour pouvoir partir en instruction en famille et l'accompagner dans ses besoins. Durant tout ce parcours, en fait, ça a été quand même très challengeant parce que d'avoir un enfant autiste, enfin, je vais parler plutôt de moi, comment je l'ai vécu, hein, mon expérience. Je pense qu'il est déjà, c'est un trouble du spectre autistique, hein, donc il existe aucun enfant pareil autiste. Et surtout, tous les parents sont différents, donc on a tous, je pense, une façon différente d'accompagner nos enfants. Mm. Moi, en fait, j'ai fait le choix de plonger complètement dans cette relation et d'apprendre tout ce que je pouvais de cette relation. Et ce que j'ai beaucoup appris, c'est à revenir à moi, tout le temps. Parce que dès que je disais quelque chose qui n'était pas aligné vraiment à ce qui vibrait à l'intérieur de moi, il le sentait et il me le renvoyait en pleine figure. Mais tout, je me souviens de cet exemple, c'était au magasin où je lui avais bien dit à tous les enfants, quand on va au magasin, s'il y a des jeux, ils veulent des jeux. Alors je lui avais dit, non, aujourd'hui on n'achète pas de jeux. Puis j'avais vraiment bien préparé avant et tout, puis il m'avait dit, d'accord. Puis j'arrive au magasin, puis je vois qu'il y a des pistolets à eau en rabais, puis je me dis, ah, mais je vais quand même acheter ça. Puis du coup, bah, lui, il a choisi un autre jeu, puis il a pris, puis je disais, mais non, je t'avais dit pas de jeu aujourd'hui. Puis il me disait, non, je veux ça. Puis je comprenais pas, j'ai dit, pourtant j'ai bien préparé. Et tout d'un coup, j'ai pu prendre conscience de cette incohérence. Oui, mais je lui ai dit pas de jeu aujourd'hui. Puis moi, j'achète des jeux. Ben, pourquoi je lui achèterais pas un jeu? Puis finalement, j'ai pu dire non, mais en fait, tu as raison. Je vais aller poser les jeux que j'ai choisis. Et là, il a posé son jeu. Il est venu avec moi sans faire d'histoire. Donc, c'est toutes ces petites choses où finalement, mais qu'est-ce que je dis? Quelle est ma parole? Est-ce que ce que je dis avec ma parole, mais aussi avec mon corps, est vraiment aligné avec ce que je suis à l'intérieur? Et Mm. j'ai vraiment fait le choix de cheminer là-dedans. Donc, ça a été un énorme travail de déconstruction, déjà de ce que c'est que d'être maman. Ça a été un énorme travail de déconstruction au niveau de la relation. Ça a été un énorme travail de déconstruction au niveau du système scolaire. Il m'a fait remettre en question tout le système, hein. Il n'a pas été scolarisé longtemps, mais il rentrait à la maison avec des questions. Mais maman, mais pourquoi je dois faire ça? Elle me l'a déjà fait faire 5 fois, la maîtresse. 5 fois, j'ai pu lui montrer que je savais. Pourquoi je dois le refaire une sixième fois? Oui, ben écoute, puis en fait, j'avais pas forcément de réponse parce que c'est vrai que
il n'y a pas forcément de logique derrière cette répétition. Peut-être qu'il y a des enfants qui ont besoin de répéter beaucoup. Lui, il n'avait pas besoin depuis le début. Enfin, puis c'était oui, mais en fait, pourquoi on fait les choses? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis comme ça? Ça vient d'où? Est-ce que c'est vraiment aligné? C'est le cœur ouvert, aligné, lumière, nan, nan, tout ce que tu veux? Ou est-ce que c'est juste une répétition de ce que j'ai appris durant toutes ces années et qu'en fait, c'est pas nourrissant ni pour moi ni pour lui? Mm. Donc voilà, ça a été tout un long chemin, puis qui a terminé du coup avec un projet d'instruction en famille, qui est soutenu vraiment par sa pédopsychiatre, qui confirme qu'en fait, la structure scolaire est trop pour lui encore aujourd'hui. Alors du coup, on a vraiment fait le choix de changer de vie, de partir en instruction en famille, et du coup, je les ai tout le temps avec moi. Mm. Et ce n'est pas un sacrifice, je le dis déjà, parce que souvent on me dit, oh, mais quel sacrifice? Mais pas du tout. C'est de nouveau un choix fait en conscience. Avant de faire ce choix, j'ai vraiment écouté ce qui était juste pour moi, pour lui. Et en fait, c'est pour moi un choix qui m'a fait découvrir une liberté que je ne connaissais pas. Mais pas la liberté de ne pas avoir d'horaire d'école, mais une liberté intérieure, en fait. J'ai pu créer une vie alignée avec le rythme naturel qui est juste pour moi. Ouais. Et du coup, je peux adapter aussi le rythme. Bien sûr, ma fille n'est pas autiste, du coup, elle a un rythme différent que Liam, et je peux jongler avec tout ça. Et ça devient une danse. La vie devient une danse, c'est une danse, un pas de deux, un pas de trois, vu qu'on est souvent trois. Et, et voilà comment Mm. j'en suis arrivée là. Et du coup, c'est vrai que ça a tellement changé ma vie de nourrir cette présence, cette conscience, d'être là, de déconstruire, de comprendre qui je suis, de nourrir la femme en moi, ma terre intérieure, revenir à ma terre intérieure que j'ai fait le choix, en fait, d'offrir ça aux femmes aujourd'hui. Mm. Et justement, parce que tu nous l'as dit dans ton parcours, avant d'avoir tes enfants, tu avais déjà un long cheminement spirituel et professionnel, puisque premièrement, tu as été assistante sociale, donc tu Mhm. avais tout un parcours professionnel et tu avais déjà fait de nombreuses formations dans la spiritualité. Tu l'as dit, tu as fait de l'Ayurveda, tu as également fait du Reiki, tu as fait de nombreuses formations. Et Mhm. le fait, j'ai envie de dire, de cette rencontre avec ton garçon, ça a vraiment amené, est-ce que tu nous as partagé cette clé aujourd'hui, tes accompagnements, de cette présence, de cette conscience. Et comme tu me le partageais aussi, ce garçon que tu as, ce fils, il t'a amené aussi à ce que tu m'expliquais d'être dans le concret, dans la matière, d'être incarné. Parce que Mhm. c'est vrai que souvent quand on est dans la spiritualité, on peut être vraiment à des tas de, de latitudes et de niveaux. Mais là, ton fils t'a permis d'aller amener ta spiritualité à Ouais. cette terre, à ce concret. Est-ce que tu Ouais. peux nous en parler? Ouais. Au tout début, je me souviens, il avait 4 ans et on parlait beaucoup d'hypersensibilité à l'époque et qu'il fallait connecter les enfants hypersensibles au monde d'en haut, tu sais. Et j'avais pas encore fait beaucoup de choses pour lui, j'avais pas du tout encore fait cette observation, hein, où j'étais au tout début de mon observation. Et en fait, j'avais cette voix en moi qui me disait, mais non, en fait, j'ai besoin de l'amener dans le corps, dans la matière, sans savoir vraiment ce que ça voulait dire. Et c'est toujours resté là. Je disais, oui, mais pourtant, tu as tout un parcours. J'aurais pu facilement me connecter avec le monde d'en haut, vu le parcours que j'avais. Je sortais de 4 ans de cheminement, de connexion avec Archange, Maître Ascensionné, enfin voilà. On va dire, je connaissais beaucoup de techniques hein, pour connecter avec le monde d'en haut. Et en même temps, je disais, non, 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 en fait, je dois le ramener dans la matière. OK. Et du coup, à partir de là, c'est vrai que au niveau de mon développement spirituel, j'ai pris un nouveau chemin qui est de, mais c'est quoi cette matière? Cette matière, c'est la terre, c'est Pachamama, c'est Madre Tierra, Gaïa. Ok, et puis comment je fais pour me connecter avec elle? Et du coup, je me suis entourée d'enseignantes qui, elles, ont vraiment plus cette connexion à la terre, en fait, pour amener un changement dans la matière, dans le quotidien, justement. Parce que c'est là où ça buguait en fait. Tu vois, c'est là où moi j'avais besoin de voir le changement aussi. C'était dans la matière. Et du coup, je me suis formée comme praticienne en éco-rituel, comme gardienne de la terre. J'ai fait une formation spécifique sur les 4 éléments, avec les 13 mers originales, enfin la roue de médecine, tout ça, pour vraiment comprendre le cycle de la vie, le cycle du vivant, le cycle de la matière,
Et ne pas juste travailler sur des blessures pour travailler sur des blessures, mais ok, j'ai cette blessure en moi, je la guéris autant que possible, parce qu'il y a des blessures, on sait, qui reviennent encore, encore et encore. Euh, j'ai cette blessure. Mais comment je fais pour que cette blessure n'impacte plus constamment mon quotidien? Quelle histoire j'ai envie de nourrir? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir en fait dans la matière? Je crois que c'est ça la grande question que je me pose aujourd'hui régulièrement. Et encore, là, je sors de 5 jours d'initiation. On est en vie communautaire pendant 5 jours, mais forcément, il y a des choses qui se disent, qui se passent et tout. Ça a réveillé des blessures en moi. Mm. Et je suis partie un peu dans ce oh, tu sais, mon Dieu, quelle horreur, j'ai des blessures, nanana, il faut que je guérisse ça. Puis finalement, quand je m'y arrête, je me dis, oui, mais bon, c'est des blessures, je travaille sur ces blessures depuis 15 ans. Et elles sont toujours là, moins fortes. Mais il y a des moments où elles se réveillent quand même. OK. Ben, à partir de là, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Est-ce que je vais encore repartir dans un travail de guérison, de blessures, nanana, nanana, que j'ai déjà fait, refait sur la même blessure? Parce que je me dis, OK, elle est là, je t'entends, je t'aime, je sais ce que tu es venu m'offrir. Mais là, je choisis de nourrir ça. Et tu Mm. essaies de vraiment, c'est ça, qu'est-ce que je choisis de nourrir dans la matière? Et ça a été, ben, Liam m'amène aussi beaucoup ça, hein, mais qu'est-ce que je choisis de nourrir dans ma relation avec lui? À quoi je dis oui, à quoi je dis non? Mais je dis aussi des oui, hein. Souvent, quand on fait ce chemin de féminin sacré et tout, on dit aux femmes, il faut apprendre à dire non, tu sais. Mais quand on dit non, ça veut dire qu'on dit oui à quelque chose. Et quand on dit oui, ça veut dire qu'on dit non à quelque chose. Donc, pas juste dire non, mais quand je dis non, à quoi je dis oui? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et comment je l'intègre dans mon quotidien? Comment je nourris ça dans mon quotidien? Mm. Et du coup, c'est vrai que, alors que je passais beaucoup d'heures assise en méditation, hein, j'ai fait des retraites où c'était 6, 7 heures de méditation par jour, où il n'y avait quasiment pas un son, et t'es là et tu reçois. C'est très bien, c'est très beau, et je suis très contente de l'avoir vécu. Euh, et en même temps, je ressortais de ces retraites, concrètement, je ne savais pas comment amener ça dans mon quotidien. Donc, j'ai dû apprendre au travers de toutes ces formations, gardienne de la terre, j'ai dû apprendre, mais qu'est-ce que je nourris dans mon quotidien? La terre, c'est ça, hein, la terre, c'est la matière, c'est la structure, on peut prendre l'argile, la terre cuite, tu crées, qu'est-ce que je veux créer dans mon quotidien? Et ça, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté avec lui et que du coup, maintenant, j'expérimente pour moi, dans ma vie à moi, en tant que femme. Et qu'est-ce que j'ai envie de créer dans mon quotidien? Et des fois, c'est difficile, hein, c'est pas parce que c'est pas tous les jours facile, il y a des obstacles. Des fois, on commence, puis on se rend compte que c'est pas juste, puis on doit corriger. Mais c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir dans mon quotidien? Mm. Qu'est-ce qui naît de mon essence profonde? Et pas de toutes ces choses qu'on m'a appris et qui finalement encombrent ma terre intérieure. Quand j'enlève tout ce qui encombre ma terre intérieure, toutes ces choses-là comme ça, hein, quelle est cette flamme-là au milieu qui est la mienne? Et que personne d'autre ne peut toucher et qui est toujours là. Alors des fois, elle était toute petite avant, hein. Quand on vit hein, cette vie en tant qu'enfant, on est souvent déconnecté de cette flamme. Donc moi j'ai été en tout cas très déconnectée de cette flamme de par mon parcours. Mais quand on est déconnecté de cette flamme, ben, elle sera ici. Puis après, ben, il faut la nourrir de nouveau pour Ouais. qu'elle puisse grandir, qu'on puisse vraiment l'écouter, créer le lien avec elle et la laisser briller en soi et ensuite à l'extérieur de soi. Mm. Donc, ouais, ça a vraiment été cet appel-là. Il y a 4 5 ans en arrière, voire plus, j'accompagnais des mamans et je leur disais toujours, mais en fait, vos enfants viennent vous dire, brille, maman, brille. Et c'est cette flamme-là, nos enfants viennent nous permettre de révéler cette flamme-là à l'intérieur, qui est juste pour nous, en dehors de tout ce qu'on a appris. Et c'est vraiment ce chemin-là que j'ai pris, en fait, avec Liam et que je nourris aujourd'hui pour moi. Ouais, magnifique. Et justement, comme tu l'as très très bien expliqué, hein, ce long cheminement pour lequel même tu continues bah, aussi pour toi, tu l'as amené dans la matière concrètement à des femmes aujourd'hui que tu accompagnes. Mhm. Tu t'es formée au féminin, au rituel, à toutes ces approches. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes accompagnements aujourd'hui, de ce que tu proposes à ces femmes? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la chose, je pense, la plus accessible à tout le monde, c'est un cheminement de 6 jours qui s'appelle Back Home, qui est vraiment une invitation à revenir dans son espace intérieur, dans son corps, dans son espace intérieur, de revenir dans sa maison, sa terre.
Je pense que c'est le premier pas et le pas le plus accessible parce que dans cet accompagnement, j'ai vraiment voulu proposer des pratiques accessibles à tout le monde, hors cadre spiritualité dans le sens, il y a quand même des pratiques spirituelles qui ne parlent pas à tout le monde, tu vois, qui sont pas forcément possibles aussi d'intégrer comme ça dans son quotidien. Là, j'ai voulu des pratiques très simples que tout le monde peut faire dans son quotidien et qui permet de déjà juste revenir dans son corps, sentir cet espace intérieur. Je pense que c'est le premier pas avant de d'aller voir les blessures, de nanana. C'est déjà juste de revenir dans ah mais ça c'est mon corps, c'est ma terre. Puis il y a la terre extérieure, la peau, hein, le tout premier, le deuxième rituel, c'est cette peau, hein, ce corps. Et puis plus on avance sur le cheminement, plus on part dans cet espace intérieur aussi qui nous habite. Donc, alors, Back Home, qui est un chemin gratuit que tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir accès. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Ensuite, il y a les séances individuelles, des soins individuels. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a le bon massage, massage sacré du ventre, un massage qui vient d'Amérique du Sud et d'Asie, qui est vraiment là pour honorer le ventre des femmes, pour que la femme puisse renouer. On sait que c'est là que réside notre centre de pouvoir, hein. Et ils disent, hein, ventre sacré, centre de pouvoir, toi qui portes toutes les mémoires, toi qui gardes toutes les mémoires, nos mémoires, mais les mémoires de tous nos ancêtres, de toutes nos vies, de la terre, enfin, cet espace qui est relié au cœur de la matrice de la terre. Et du coup, de se laisser masser le ventre, euh, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de femmes, en fait, qui me disent, mais en fait, moi, ça me fait peur de me laisser masser le ventre. C'est trop intime. Et oui, c'est intime parce on va masser son histoire, on va à la rencontre de son histoire. Donc, il y a ça, le massage du ventre sacré, le ventre sacré, j'appelle ça. Après, il y a aussi le cœur sacré qui, lui, est le massage de la poitrine. Un espace aussi où on travaille le cœur, les poumons, l'ouverture du cœur. Et alors que ventre sacré connecte beaucoup à la terre, pour moi, cœur sacré connecte beaucoup plus à l'utérus cosmique, au ciel, à la voie lactée, aux étoiles. Il y a vraiment une ouverture plus vers le haut qui se fait et où on va travailler tout ce qui est tristesse, tout ce qui est, toutes ces fois où on n'a pas reçu l'amour que l'on désirait et nourrir cet amour pour soi à travers soi, hein. Nos seins, c'est ce qui nourrit les enfants. C'est par là que coule le lait qu'on offre à nos enfants, mais c'est aussi au travers de notre poitrine qu'on nourrit notre corps, notre terre intérieure, hein. À Bali, il y a ces déesses euh, dans les fontaines, hein, où l'eau coule, mais par la poitrine. Et c'est bien ça, en fait. Les femmes, on est venues nourrir la terre au travers de notre poitrine. Et on nourrit du coup nos enfants, mais on nourrit notre terre intérieure et en fait, on nourrit aussi toute terre extérieure. Donc, c'est de libérer, nettoyer, purifier, nourrir cet espace pour pouvoir pleinement vivre ce rôle de femme. Sans compter que nos seins ont été sexualisés et qu'il y a bien sûr tout ce travail qui se fait aussi hein, autour de tous ces abus, hein. J'ai des femmes qui sont venues me voir en me disant, mais moi, en fait, je n'ose pas montrer mes seins parce que tu vois, elles ont vécu des choses des fois avec des hommes. Je dis, mais mon Dieu, c'est juste pas possible. Mais vraiment des comportements par des hommes tellement malhonnêtes qui fait qu'elles se sont complètement coupées cette partie de leur corps, à tel point que quand je les masse, elles ne sentent rien. Donc voilà, cette ouverture. Après, il y a les rituels en pleine nature. Ouais, les rituels en pleine nature où on va vraiment, ça, la femme pose une intention avant, on communique avant, et je crée un rituel pour répondre à cette intention. Où là, on va à la rencontre de la terre extérieure, de Pachamama, Gaïa, mais pour revenir à sa terre intérieure, car c'est qu'un reflet de notre terre, hein. Les deux ne font qu'un, nous sommes extension de Pachamama, de la terre. Donc, quand on va à la rencontre de la terre extérieure, on va à la rencontre de sa terre intérieure. Et puis, pour finir, il y a aussi les séances de Womb Yoga que les femmes peuvent venir aussi. Là aussi, elles prennent contact avec moi, elles posent une intention et je crée une séance de Womb Yoga. Le Womb Yoga est une pratique corporelle qui n'a rien à voir avec le yoga, mais c'est une pratique de mouvement avec le corps qui permet d'aller à la rencontre de son corps, de tisser le lien avec son corps et de donner la parole à son corps. Voilà. Ça, c'est plus pour les soins individuels. À côté de ça, j'ai des rencontres en groupe. Si on a envie de travailler en groupe. Alors ça dépend vraiment de quelle période. J'ai
j'essaye de m'aligner un peu avec les énergies du moment. Enfin, voilà, typiquement là, la prochaine rencontre, elle sera en novembre. C'est Origine. Et là, je vais vraiment inviter les femmes à se connecter au tout possible. Parce qu'on est juste avant le solstice du 21 décembre où la lumière revient et où on va pouvoir commencer à se reconnecter avec nos intentions. Mais avant ça, avant de poser nos intentions, revenons dans cet espace grand du tout possible. Donc les rencontres en groupe, il y a très souvent le cacao qui s'invite, le Womb Yoga et un rituel pour plonger dans l'intention en fait que j'amène. Et puis il y a Presencia. Presencia qui est du coup l'accompagnement individuel long, où là vraiment sur 4 à 6 mois, il y a 6 rencontres qu'on peut étaler sur 4 à 6 mois. On va nourrir la présence à soi, soutenu par les 4 éléments, soutenu par la roue de médecine, soutenu par des rituels de femmes, par des pratiques. On va vraiment nourrir cette présence. Et dans cet accompagnement-là, la spécificité, c'est que je fournis aussi un accompagnement dans le quotidien. Parce que c'est là, c'est dans le quotidien qu'on vit les expériences qui nous permettent de dire, ah, mais là, j'ai la dernière femme qui l'a suivie me disait, un jour, m'écrivait, ouais, mais mon mari, non, 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 il s'est passé ça, c'est pas possible, hein. Ok, puis c'est là, en fait, c'est comment revenir dans la présence à ce moment-là et comment comprendre ce qui s'est joué à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est important de fournir aussi ce soutien-là dans Presentia parce que c'est là, en fait, où on peut être le plus efficace. Mm. Voilà un peu pour ce que je... Magnifique. On mettrait de toute façon tous les liens avec ta vidéo pour les gens qui souhaitent aller découvrir ce que tu proposes sur ton site, faire ce parcours offert de back home pour peut-être te découvrir et voir un peu tes prestations. Et alors moi j'aime bien les petites anecdotes, les petites histoires. Est-ce que tu as un exemple d'un accompagnement d'une femme que tu as eu et que tu pourrais nous partager aujourd'hui? J'aime bien ce côté, moi, d'un avant et un après, mais vraiment de qu'est-ce que ça a changé, pourquoi elle est venue te voir et avec quoi elle est repartie. Hmm. Oui, bien sûr. Ouais, je vais parler de cette femme qui a fait ben, l'accompagnement qui s'appelait avant La Voix du Cœur, que je suis en train qui a été transformé en présence. Elle me disait que elle n'avait pas du tout le cœur ouvert et qu'elle voulait travailler là-dessus. Mais c'était une femme qui avait déjà un cœur tellement ouvert. Et c'était beau parce que justement, après, c'est comment la femme décide de s'engager, hein. Mais elle a vraiment plongé à fond dans l'accompagnement. Donc, les 3 premiers mois, j'avais très souvent des messages vocaux d'elle en me disant, ah, il s'est passé ça, ah, il s'est passé ça, ah, da, 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 ah, da, 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 da. Et on a pu reprendre pas après pas ce qui s'est passé, nourrir cette présence au travers des pratiques que je lui proposais, au travers des situations du quotidien, au travers des rencontres qu'on faisait ensemble. Et c'était magnifique parce qu'en fait, les 2 derniers mois, elle ne m'a quasiment plus écrit entre les rencontres parce qu'elle arrivait à le faire même, cet exercice, cette présence. Et elle me disait, mais tu te rends pas compte comme les tensions ont diminué à la maison, comme tout s'est apaisé à la maison. Et comme elle arrive beaucoup plus à être juste là, en présence avec ses enfants, en présence avec son mari, où elle voit même maintenant chez son mari, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah mais là, je vois, je sais que c'est ça qui se joue. Et en fait, aujourd'hui, je peux choisir de ne plus rentrer là-dedans. Et de juste être là et lui dire, ouais, je vois que c'est difficile pour toi. Je suis là pour toi. Au lieu de dire, ah, mais c'est pas possible, au début, elle disait, ah, mais tu te rends compte, il arrive avec ça, j'en peux plus, nanana. Puis elle m'a dit, ah, mais tu sais, j'ai pu lui dire, ouais, je t'entends en fait. Je t'entends, je vois comme c'est difficile pour toi. Ouais, c'est OK. Et du coup, ce qui a fait que son mari, au lieu de continuer à s'exciter avec son histoire, pfiou, ah, je suis entendue, je suis reconnue. Ah ouais, c'est bon, je peux passer à autre chose. Et ça a apaisé alors qu'il y avait tout le temps des tensions. Il y a même à un moment donné, elle me disait, mais je crois que je vais quitter mon mari. Enfin voilà. Bah, finalement, à la fin, elle me disait, non, mais en fait, maintenant, j'ai envie de travailler avec lui. J'ai envie de continuer le chemin avec lui. Tu vois. Et ça, c'était beau de voir ce changement-là. Parce qu'on croit souvent, quand on fait ce travail de développement sur soi, on croit souvent qu'il faut un changement extérieur, quitter le mari, quitter le travail, quitter la maison. Ça peut arriver. Je dis pas que c'est pas nécessaire, hein, et surtout si en plus il y a de la maltraitance dans le couple. Je dis pas ça. Mais en fait,
Et si on commençait d'abord par changer sa vision, se changer à l'intérieur, tu vois, avant de vouloir toujours tout changer à l'extérieur, parce que je me souviens quand j'étais enfant, il y a eu cette phase où toutes les copines de ma maman se séparaient et se retrouvaient un nouveau compagnon, puis elles retombaient toujours dans les mêmes histoires. Puis elles finissaient par dire à maman, ne quitte pas ton mari parce que de toute façon, c'est toujours la même merde avec avec les hommes, tu sais. Et c'est ça en fait. Bah, bien sûr qu'elles retombaient dans les mêmes histoires parce qu'il n'y avait pas ce changement intérieur, tu vois. Donc, en fait, ce que je propose, moi, c'est pas un changement extérieur, c'est vraiment un changement intérieur. Comment on vit les choses? Mm, Comment on accueille les choses? Et quand on change à l'intérieur de soi, ça peut paraître très étonnant, mais les gens autour changent aussi. mm, Ils n'ont plus besoin de prouver, ils n'ont plus besoin de crier. Il y a quelque chose dans l'énergie, dans la relation qui change, qui fait que tout s'apaise. Et on retrouve enfin une union, une harmonie, une légèreté. Et on peut arriver à ce que je disais au début, à cette vie savoureuse. Et bien sûr, je le dis déjà, qu'il y a des moments où il y a tout qui foire. Et qu'il y a des moments où on a juste envie de tout envoyer chier. Ça fait partie du chemin. Tu mm, sais vraiment. Et moi, la première, il y a des moments où je dis à mes enfants, vous me faites chier, si ça continue comme ça, je vous refous à l'école, c'est pas possible, nanana, tu sais, blablabla. Et c'est OK. C'est vraiment OK. Et là, c'est juste le truc de se revenir, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réveillé en moi sans jugement, avec, OK, bah en fait, ouais, bon, ça fait 10 jours que je prends pas soin de moi et c'est normal qu'à un moment donné, j'arrive à cet état-là. Mais bref, il y a encore ça, mais c'est tellement plus rare. Et quand il y a les outils pour finalement ensuite revenir auprès des enfants et dire, je m'excuse. mm. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui a trigger ça en moi. Voilà pourquoi j'en suis arrivée là. Ouais. Ouais, ce que tu offres, c'est vraiment très profond et finalement tellement puissant. Mais comme tu le dis, dans aussi une société hein, qui est faite comme ça, où il y a beaucoup de faire, beaucoup de mouvements, où l'impression que l'immobilisme paraît, il se passe rien, Ouais. ça peut pas changer. Et puis non, en fait, ce regard, comme tu dis, à l'intérieur, cette attention à l'intérieur, ça me fait penser à un article que j'ai vu sur le yoga où une personne partageait la posture la plus difficile du yoga, c'est le savasana quand on est couché finalement, entre guillemets, hein, bien sûr, ne rien faire, c'est la posture la plus difficile. Et on le voit quand les gens doivent commencer à méditer, enfin, ça a l'air simple comme ça de rester quelques minutes sans rien faire en apparence, c'est tellement puissant. Et ce que tu offres là, c'est justement d'aller à cet intérieur-là. Et que quand on va à l'intérieur, il y a des transformations, comme tu l'expliques très justement, très très profondes aussi dans notre extérieur. Et c'est ce que tu offres dans Ouais. tes accompagnements. Ouais. Tu sais, j'ai toujours cette image que j'ai reçue en quête de vision de l'arbre. Bah, l'arbre, il pousse, on le voit pousser, hein, ce printemps et tout. En été, il a les feuilles, c'est magnifique. Puis après, les feuilles tombent au sol, c'est l'automne. Puis après, plus rien. Et en fait, durant cette quête de vision, ce qu'on m'a transmis, c'est que les feuilles, déjà, ne tombent pas à 5 kilomètres de l'arbre. Les feuilles tombent au pied de l'arbre où elles ont poussé. Enfin, des fois, il y a le vent qui vient, mais il y a quand même beaucoup de feuilles qui restent là au pied de l'arbre. Et elles se transforment. Ça Mm, prend du temps, ça prend des semaines, ça peut prendre des mois pour qu'elles se transforment. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont nourrir les racines. Et l'hiver, c'est ça, tu sais, ce temps d'arrêt, ce savasana finalement. D'ailleurs, c'est une pratique que je propose aussi dans Back Home. Ce savasana, c'est ce temps pour laisser les racines se nourrir. Et si l'arbre, il n'a pas ça, si, il y a pas, si, imagine une nature où il n'y a pas d'hiver, où là, les arbres n'auraient pas le temps de nourrir leurs racines, parce qu'en fait, en hiver, c'est ce qui se passe. Ils nourrissent leurs racines, ils ramènent toute leur sève dans leurs racines pour nourrir leurs racines. Mais s'il n'y a pas ce temps-là, l'arbre ne peut pas ensuite offrir de nouveau des feuilles, enfin, continuer à grandir, offrir des feuilles et tout ça. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui nourrit beaucoup le printemps. ouais, Il faut créer des projets. L'été, il faut réaliser nos projets. L'automne, il faut faire le bilan du projet. Et on repart au printemps où on recommence à créer des projets. Non, non. Et on oublie ce temps d'hiver, ce temps de... Je prends juste le temps de savourer tout ce qui a réussi, tout ce qui a échoué. Je laisse tout ça se poser, se déposer, venir me nourrir profondément. ouais, Et c'est à ce moment-là que quand on recommence à créer un projet, on va peut-être le faire différemment. Si on fait toujours que printemps, été, automne, on continue à reproduire les mêmes choses. ouais, 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 très belle image. Mm. Alors on arrive gentiment à la fin de cette interview avec tous ces beaux partages. J'ai une dernière question pour conclure.
pour les femmes ou peut-être quelques femmes qui regardent cette interview et qui sont peut-être à l'initiale de tout ce parcours de vie, qui t'écoutent aujourd'hui, qui peut-être se sentent dépassées par leur quotidien un peu perdu dans ces moments, comme tu expliquais, de crise où on perd un peu le contrôle, où on en a marre et on a envie de tout laisser et partir sur Mm. une île déserte. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces femmes qui sont là aujourd'hui cette interview, à la fin de cette interview? Hmm. La première chose qui me vient, c'est soyez indulgente avec vous-même. Tu sais, je crois que notre société ne nous soutient pas. Vraiment, on est dans un système actuellement qui ne soutient pas les femmes, ne soutient pas les mamans, ne soutient pas le ralentissement, ne soutient pas l'écoute de soi. Et du coup, la première chose que j'ai envie de dire, et c'est souvent même une des premières choses que je dis aux femmes qui cheminent avec moi, c'est sois indulgente avec toi-même. Vraiment. Offre-toi cet amour, en fait. Offre-toi cet amour pour toi et ouais, et pleure, et crie, et sois triste, et vis ce que tu as à vivre, et c'est OK. C'est OK. C'est vraiment OK de vivre tout ça. Et Mm. ça commence d'abord par ça, par se donner le droit de, de, de pleurer, d'être impuissant, d'être en colère, de crier sur ses enfants. Et ça, je le disais beaucoup aux mamans qui me disaient, mais je veux pas crier sur les enfants, j'ai tellement de colère. Je disais, mais c'est OK, c'est OK. C'est OK de crier sur les enfants, c'est juste, ça montre quelque chose, mais lâche déjà cette pression. Parce que c'est le double tranchant du développement personnel, je trouve. Enfin, c'est très beau le développement personnel, spiritualité et tout. Puis en même temps, il y a ce côté où on n'a plus le droit d'être humain. Mm. Et en fait, c'est de se redonner le droit d'être humain. On est dans la matière, on est dans la dualité. Il y a le beau, il y a le pas beau, il y a le gentil, il y a le méchant, il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a les deux. Sinon, on ne serait pas ici sur Terre, on ne serait pas dans ce monde-là. On est venu expérimenter les deux. Alors cesse de juger ton ombre et aime-toi dans cette ombre. Tu sais, vraiment, redonne de la place à cette ombre, sois indulgente avec toi-même parce que de toute façon, on est les deux. Ouais, magnifique. Alors, merci beaucoup pour ce beau partage, Aurélie. Merci à Aux toi. personnes qu'elles retrouveront toutes tes coordonnées, tes liens avec la vidéo, si elles souhaitent en savoir plus sur ces sujets, sur tes accompagnements. Belle suite, merci. Merci beaucoup. À bientôt.